la grande ambition d'Einstein à la fin de sa vie et son regret, c'est de n'avoir pas pu établir une équation, une formule mathématique, qui synthétiserait, qui représenterait les 4 forces qui gouvernent l'univers. Petite parenthèse physique, l'univers que nous voyons, dans lequel nous sommes, est composé de 12 éléments fondamentaux, particules, et de 4 forces. Une, vous la connaissez très bien, c'est la gravité, la gravitation, l'attraction terrestre. On en connaît la formule, vous l'avez étudiée en classe. Multiplication d'une masse par l'autre est inversement proportionnelle au carré de la distance. C'est une formule, on peut la mettre au tableau noir. Il y a une force électromagnétique, celle qui retient l'électron autour du noyau. Il y a une force qu'on dit forte, celle qui agit à l'intérieur du noyau, entre le proton et le neutron, et une force dite faible, qui est la radioactivité. Il aurait voulu trouver une formule, de même qu'il avait dit énergie égale masse fois c au carré, c'est-à-dire la vitesse de la lumière au carré, quelque chose d'inouï, qui a comme énergie dans la moindre parcelle de matière. Mais il n'avait pas trouvé une formule universelle qui synthétise ces 4 forces. Peut-être qu'on y arrivera un jour. Eh bien, la philosophie est là, cette formule. Elle la connaît, pas celle des physiciens, mais elle a une formule universelle, une équation universelle, que je vais mettre au tableau noir, et que nous allons contempler, peut-être plus qu'aujourd'hui, parce qu'elle est tellement riche et profonde qu'il nous faudra plusieurs leçons pour en extraire toute la saveur, toute la richesse, toute l'extraordinaire splendeur de révélation du réel. Cette équation, elle est très connue, les Grecs l'avaient déjà découverte, c'est l'être est toujours un, tout ce qui existe, tout est un, vrai, bon et beau. J'ajoute beau. Certains philosophes disent que c'est une réplique de vrai et bon. Non, on verra, il y a une originalité dans le beau. Et bien sûr, par antithèse, bon, il y a quand même le mal dans le monde. Alors, je mets le mal, qui est laid, bon, ça on s'y attendait, le mal moral, le mal, la mort, la putréfaction d'un corps, c'est assez laid, qui est faux, donc c'est l'antithèse, qui est multiple, division, tout ce qui est non-être. Donc le mal est non-être, on l'avait déjà vu la dernière fois, je ne dis pas qu'il n'existe pas. C'est une carie-antitative, c'est une mutilation, c'est une absence dans la perfection d'un être, dans ce qu'il est. Il se divise, il est faux. Dieu sait si c'est faux, un être mauvais. J'ai toujours été frappé quand on voit sur la route un cadavre de chat ou d'animal. Sitôt que des enfants s'en aperçoivent, on dit, et nous-mêmes, on dit, tiens, un chat mort. Ça n'existe pas, les chats morts. Il n'y a de chat que vivant quand il est un. Quand il est multiple, c'est d'autres substances. C'est le mal qui redevient multiple. C'est des substances chimiques en forme de chat. Pas très important. D'autre part, le mal est faux et il est laid. Première considération. Certains philosophes, par une complexion de leur esprit, ne voient que cette équation-là. Mais il y a tout un mouvement philosophique, déjà ancien. Vous avez Schopenhauer au siècle passé, allemand. Vous avez l'existentialisme. Quand on voit certaines formules de Sartre, mais c'est incroyable. Il dit que l'être est visqueux, c'est une boursouflure, une espèce de répugnance à bourgeonner à la surface du néant dans la Terre, et spécialement un vibrion humain obstiné à se reproduire, à se pulluler sur la Terre. Il a des formules dans La nausée, qui est un livre métaphysique. Métaphysique veut dire qu'il contemple la racine des choses, qui a eu un succès fou, mais la nausée, déjà le titre. Nausée devant quoi? Pas devant l'agir humain, pas devant la société, devant l'être. Il est dans un jardin public, assis sur un banc, et puis là, il est pris par une sorte de dégoût de la réalité, ce qui nous enchante, nous, au printemps, les arbres, les fleurs, les oiseaux. Lui, au contraire, il ne voit que
que la laideur. Il y a toute une école philosophique. Si on veut rester fidèle à une lecture du réel, on est obligé de dire que d'abord, pour qu'il y ait du non-être, il faut de l'être. Pour qu'il y ait de l'un, pour qu'il y ait du multiple, il faut d'abord de l'un. Pour qu'il y ait du faux, d'abord du vrai. Il ne peut pas exister du faux à l'état pur. Il faut que le faux provienne de quelque chose d'abord qui était juste. Un calcul faux, je sais qu'il est faux quand je connais la solution. Le mal, c'est une dégradation d'un être qui est amputé dans ses qualités, et le lait vient du bon. Alors, la deuxième considération par rapport à cette équation fondamentale, ce sont les Grecs avant toute apparition d'une religion révélée, qui ont découvert cette structure fondamentale du réel. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle métaphysique? On était un peu effrayé par ce mot. Ça veut simplement dire que cette équation passe à travers toute la réalité et n'est pas liée à l'être matériel, elle vaut aussi pour l'être matériel, mais méta veut dire au-delà, c'est-à-dire même si une réalité purement spirituelle était envisagée, cette équation lui est applicable, elle la révèle. Je la comparerais, cette équation, au sommet de la spéculation humaine, c'est-à-dire c'est l'Himalaya, c'est une chaîne de l'Himalaya de l'intelligence. C'est ce qu'elle peut faire de mieux, contempler l'être qui est un vrai bon et beau. Et on verra que c'est une véritable contemplation. La seule difficulté de cette équation, c'est qu'elle est tellement claire. Si vous voulez, c'est un Himalaya qui aurait trop d'oxygène. L'Himalaya, il paraît que c'est très difficile d'y aller parce qu'on manque d'air. Tandis que là, il y en a trop, c'est éblouissant. Et par le fait même, on n'arrive plus à voir ce qu'il y a d'incroyablement original et d'inépuisable dans cette équation. Je vais vous conditionner un tout petit peu en vous rappelant des phrases que j'avais dites au début de notre cours. Le métaphysicien, celui qui fait de la métaphysique, n'est pas celui qui découvre des secrets ignorés de tous. Ça, c'est très secondaire, les secrets, une énigme, un truc à résoudre. Mais celui qui s'extasie devant ce que tout le monde sait. Une autre phrase, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est ce qui va de soi. La seule difficulté que nous aurons aujourd'hui, c'est de trouver, sans se forcer quand même, de trouver à s'émerveiller, à s'étonner, Aristote, philosophe, disait la philosophie commence avec l'étonnement. Un étonnement intellectuel, bien sûr. De s'étonner de ce qui va de soi. Ça, à mon avis, c'est le sommet de la pyramide intellectuelle. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas des spéculations de concepts abstraits qui s'emboîtent les uns dans les autres et puis on ne suit plus le raisonnement. Au contraire, c'est une simple contemplation comme d'un beau jour de printemps comme aujourd'hui, mais un peu plus profond que l'apparence des choses, qui va au cœur du réel et qui en est ébloui. Seulement c'est difficile parce que justement, on y est tellement habitué, on baigne tellement dans cette équation du matin au soir que pour nous elle devient banale. Les philosophes grecs qui n'avaient pas alors la spéculation mystique, spirituelle comme nous la connaissons aujourd'hui à partir de la révélation, pensaient que le sommet de l'activité humaine, c'était la contemplation de l'être dans ses différentes facettes. Parce qu'on verra que ce n'est pas des ajoutes à l'être, ça n'ajoute rien. C'est mon esprit est incapable de voir toute la richesse de l'être, il me faut plusieurs concepts, plusieurs prises pour en voir toute la richesse. Pas important. Alors nous allons aujourd'hui tout simplement nous balader dans cet Himalaya, qui a plusieurs sommets évidemment, apparemment distincts, comme la chaîne de l'Himalaya, il y a l'Everest, le K2, enfin, il y a différents sommets, des 8000 mètres, et nous aussi avec surabondance d'oxygène, c'est tout. La seule difficulté, c'est que nous, il y en aura trop. Vous aurez de temps en temps la tentation de vous dire, oui, mais on enfonce des portes ouvertes, c'est un peu évident. Je dis, oui, mais croyez-moi, alors pour une fois, faites-moi un tout petit crédit, j'essaierai quand même de vous montrer, mais non, ça ne va pas de soi. Oui, maintenant c'est un fait que l'être est un, qu'il est vrai surtout, qu'il est bon. L'être. Alors, je vais tout de suite vous donner un exemple. Comme ça, on sera à pied d'œuvre. On va commencer à gravir un de ces sommets. On commencera par celui-là. Mais avant, prenons un exemple très simple, une réalité. Je vais prendre une réalité très simple, très proche de votre expérience, la famille.
La famille, c'est un être, ce n'est pas un être comme un animal, mais c'est une réalité artificielle, dans le sens qu'elle est l'objet d'un savoir humain, un art de vivre humain, mais c'est quand même une réalité. Il y a ce petit noyau qu'on appelle une famille, avec un couple qui fait des enfants. Bon, c'est une réalité, c'est peut-être pas la réalité au sommet de la pyramide de l'être. Quand elle est une, elle est vraiment famille, c'est une vraie, il n'y a pas d'illusion, elle ne trompe pas. Et c'est bon, et c'est beau. Justement, on va voir la différence, parce que certains philosophes disent c'est un peu redondant de dire beau. Je dis non. Qu'elle soit bonne, la famille, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, que veut dire bon? Ça veut dire qu'elle diffuse de sa chaleur, de sa vérité d'être. La bonté est toujours diffuse d'elle-même. Hein. C'est quelque chose qui est reçu par ceux qui la contemplent, par ceux qui la connaissent, ceux qui la voient être une et vraie, en reçoivent quelque chose, pas matériel, mais c'est quand même quelque chose qui est enrichissant d'aller au sein d'une famille qui est vraiment une et vraie, et qui est une famille. Ça, c'est la bonté. Mais ça ne dit pas encore tout. Mais il y a ce que saint Thomas appelait la splendeur du vrai, qu'on appelle la beauté. Et en même temps, c'est beau à contempler. Alors cette fois-ci, c'est moi qui fais le mouvement inverse. La bonté me nourrit, et là, c'est moi qui suis en extase. J'exagère peut-être un peu, mais le fait de la beauté, quand on en verra le traité d'esthétique, me sort de moi-même, m'extasie. Ex hors de, stasis, c'est la station. Par contre, une famille qui n'est pas unie, commençons par là, puisqu'ils sont convertibles, je peux prendre n'importe où, n'est pas une vraie famille. Ça n'est pas une famille, c'est une famille qui trompe, c'est-à-dire ça a l'apparence, mais ça n'en est pas une. Et c'est pas bon, et c'est laid. Sitôt qu'il y a division, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, quand on le voit c'est encore pire. Le nœud de vipère, je ne sais pas si vous l'avez lu, de François Mauriac. C'est pas très beau. Ça vient simplement du multiple. On a rompu l'unité. On pourrait prendre n'importe quelle réalité et la voir qu'elle est, quand elle est elle-même, elle satisfait à cette équation, et quand elle est dégradée, malheureusement, elle est happée par cette équation du néant. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, puisqu'en fait on a rendez-vous avec cette mystérieuse, c'est un gouffre par rapport au sommet, mais on va y aller prudemment, parce que ce serait dommage de laisser cette équation sans au moins l'avoir un peu visitée. Contempler ce mystère de l'être au fond des choses. Vous voyez qu'il y a un optimisme fondamental dans la philosophie, et j'insiste, philosophie grecque, donc qui n'est pas influencée par la Bible qui dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Oui, ben nous on le sait parce que c'est marqué dans la Bible, mais la philosophie, l'intelligence humaine était déjà par elle-même, puisque curieux lapsus, Platon, qui n'était pas un saint justement, et c'est bon qu'il ne fût pas un saint, plaçait à l'origine de tout l'univers la bonté, le bon. Il avait déjà découvert qu'il devait y avoir des traces, ce que nous voyons, des traces de bonté, devaient témoigner d'une bonté fondamentale, le bien absolu. Je voudrais entrer dans cette mystérieuse équation par le vrai. Susciter en vous cet étonnement qui est d'autant plus difficile à faire parce que, regardez, comme tout est intelligible, c'est tellement intelligible que ça ne se voit plus. Je peux prendre n'importe quoi, ma paire de lunettes, ma cravate, moi, le tableau noir, un oiseau. On sait ce que c'est. L'être est intelligible. Mais comment trouver ça étonnant? Ça va tellement de soi. Je dis bon. Essayons de comprendre. D'abord, il n'existe pas d'être faux dans la nature. Le mensonge, donc le faux, n'existe que chez l'homme menteur. C'est l'homme qui a introduit le mensonge dans toute la création. Alors, prenons des exemples. On pourrait dire, mais il existe quand même des choses fausses. Quand on dit, par exemple, des fossiles ou des fausses dents. Je dis, mais elles ne sont pas fausses, c'est de la vraie porcelaine. C'est une céramique. C'est elle, la réalité. Elle n'est pas fausse. Je lui fais jouer un rôle.
qui n'est peut-être pas le sien. Mais elle ne ment pas. Du reste, Aristote disait, et j'aime tellement cette phrase, quand on lui disait d'où a-t-il appris tout cet enseignement, lui, il ne se référait pas à un philosophe antérieur. Oui, il y avait Platon, mais il s'en est séparé. Alors, d'où il savait toutes ces choses? Dire qu'il est resté un maître 24 siècles après. Il disait dans les choses car elles ne savent pas mentir. Et c'est vrai, les choses ne savent pas mentir. C'est moi qui les fais mentir. Autre exemple. On parle, les cueilleurs de champignons savent ce que ça s'appelle des fausses oranges. C'est-à-dire un champignon qui est faux. Mais non, lui, il n'est pas faux. Il se peut qu'il ressemble à un autre, alors il faut faire très attention de ne pas prendre un champignon pour un autre. Il y en a un qui est comestible et l'autre est peut-être un poison, mais il n'a rien de faux. Il a le droit d'être ce qu'il est et il l'est parfaitement. C'est à nous de ne pas nous tromper. On peut étendre le raisonnement à tout l'univers et s'apercevoir que les choses ne savent pas mentir. Elles sont ce qu'elles sont bravement. Elles n'en demeurent pas moins ce qu'elles sont. C'est moi qui me trompe à leur sujet. Mais revenons à cette sorte de vérité qui est inscrite en elle. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de penser que justement, n'importe quelle réalité a une identité, elle se décline elle-même. C'est-à-dire, si je sais évidemment comprendre ce qu'elle me dit, mais il n'y a pas de réalité qui soit rien, c'est-à-dire qui soit n'importe quoi. On pourrait noter cette phrase, n'importe quoi n'est jamais n'importe quoi. Explication. Si je vous dis, allez dans la chambre d'à côté, prenez n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses, prenez vraiment n'importe quoi. Ce que vous m'apporterez ne sera pas n'importe quoi. Ça n'existe pas une chose qui est n'importe quoi. Il se peut qu'elle soit plurivalente, c'est-à-dire c'est un objet qui sert à plusieurs usages. Je dis oui, mais elle, la réalité, elle est ce qu'elle est. C'est moi qui en peux faire un usage différent, mais elle est précisément ce qu'elle a. Elle est fidèle à son identité. Elle a une essence, un langage, une vérité d'être absolue. Maintenant, petite parenthèse mystique, si vous voulez. Transposée dans la spiritualité, on entend souvent cette formulation, la même vérité, mais pris alors par la révélation, que les choses sont des logoi, c'est-à-dire des paroles, logoi, sont des paroles, des logos c'est le grec, qui témoignent du logos, le logos avec L majuscule alors, qui est le verbe de Dieu. Parenthèse mystique, donc là je sors de la philosophie. Ça aurait enchanté les philosophes grecs s'ils l'avaient su. Mais qu'est-ce qu'on entend par chaque chose est un logoi, dans lequel il faut savoir voir le logos. Elle a été prononcée par quelqu'un, et Dieu vit qu'il a créé les poissons en prononçant. Pas une parole humaine, évidemment, c'est tout autre chose, c'est une parole créatrice. Mais je voudrais vous montrer à quel point la philosophie purement spéculative et la religion, par des voies totalement différentes, un c'est la foi, l'autre c'est la simple contemplation du réel, arrivent à la même conclusion. Toute chose est une parole, c'est-à-dire elle me dit ce qu'elle est. Elle ne reste pas mystérieuse, elle n'échappe pas à ma connaissance. Elle a cette franchise, si je sais la voir, si je la respecte, évidemment. Des fois, c'est tellement riche qu'il faut longtemps pour la comprendre. On a été longtemps pour comprendre ce que c'est qu'un animal, ce que c'est qu'un homme, avant qu'on fasse les opérations qui consistent à voir ce qu'il y avait dedans. Peu importe, on était longtemps pour savoir ce que c'est que la matière. Il y a encore une obscurité dans la matière. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas un être absolu. La matière, elle est malgré tout proche du néant. C'est pour ça qu'elle a peu d'intelligibilité. Mais ce n'est pas qu'elle soit menteuse. Elle le dit franchement qu'elle est peu intelligible, qu'elle est que mouvement, que énergie. Ça, c'est très difficile à comprendre. On l'avait vu dans une thèse antérieure. Mais revenons à nos logoi. N'importe quelle réalité a un message, c'est-à-dire, si je sais le comprendre, qui me dit « je suis oiseau, je suis une cellule humaine, je suis un caillou, je suis un atome, je suis une molécule, je suis un virus, de quelque nature que ce soit ». Mais, pourrait-on dire,
il y a quand même des choses qui ne se déclinent pas, qui refusent de donner leur identité. Et même, on en a fait un mot du vocabulaire. Les ovnis, objets volants non identifiés. Alors, voilà un bon exemple d'une réalité qui nous échappe, enfin qui est un peu menteuse, qui est un peu fausse, qui est un peu multiple, qui a différentes identités. Mais pas du tout. L'ovni, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais lui le sait. C'est-à-dire, c'est peut-être une illusion, mais une illusion, c'est une réalité, c'est une création de l'esprit. C'est peut-être que ça, l'ovni. Mais alors, si c'est une illusion, c'est une illusion. Mais il se peut aussi que ce soit un objet volant. On ne l'a pas identifié, mais lui, c'est peut-être un objet volant. Mais peut-être c'est un phénomène d'optique. Je ne sais pas, il peut y avoir des condensations de lumière qui fait que je ne sais pas quoi. Je n'en sais rien. Mais il se peut du reste qu'il y ait plusieurs phénomènes, mais chacun d'eux est bien ce qu'il est, identifié comme tel et pas autre chose. Donc, cette mystérieuse apparition dans le vocabulaire et dans notre de l'ovni, objet volant, auquel on s'est accommodé, ne viole pas cette loi fondamentale, c'est que toute réalité est intelligible, c'est-à-dire elle répond à la question « quid est ?» Du reste, on faisait même un jeu de mots au Moyen-Âge, on disait la quidité d'une chose. La quiditas, c'est un mot assez marrant parce qu'il est fait sur le mot quid. Alors c'est facile, ça veut dire quoi? La qualité. Alors, toute chose répond à la qualité, la quidité. Elle m'a dit, voilà ce que je suis. Si je la traite avec respect, c'est-à-dire si je ne lui impose pas mes catégories, et puis que je la fasse mentir. Alors, il y a cette chose, encore une fois, qui devrait nous étonner, c'est l'intelligibilité du monde. C'est tellement vrai que quand un cinéaste veut vraiment nous déboussoler, nous frapper pour que son film ait un impact, alors il crée un monde à la limite de l'intelligible. C'est-à-dire, alors il va créer des entités, je ne sais pas comment il les appellera, on leur donnera un autre nom, absolument indéfinissables, innommables, c'est-à-dire on ne pourra pas les nommer. Des choses, j'en ai pas vu beaucoup, c'est pas un genre que j'apprécie à sa juste mesure. Ce serait un peu méprisant pour le cinéaste si j'allais trop voir ses films parce que je ne sais pas apprécier son travail. Mais j'en ai des échos et je sais que on change de planète, non seulement on fait des bizarroïdes humanoïdes, ça encore on pourrait se dire, bon, on sait ce que c'est un être doué d'intelligence et de conscience, mais alors dans une autre morphologie. On n'est pas perdu. Mais certains ont été plus loin de présenter des créatures, et justement on les appelle des créatures, des entités, des trucs dont il est très difficile de se faire une idée, justement, de savoir le lire. Ça va un moment, mais très vite l'esprit se dit, d'après ces catégories, est-ce que c'est un vivant ou est-ce que c'est pas un vivant? Si c'est pas un vivant, même s'il bouge, alors c'est un robot. Alors, il est mécaniquement animé par des processus que nous connaissons. Et si c'est un vivant, dans quelle catégorie? Animale, humaine? On n'y arrive pas. C'est très difficile de faire un être rigoureusement innommable. Ce sera très vite fait, on le mettra dans ce qu'il est, parce qu'il ne peut pas ne pas être ce qu'il est. Comment voulez-vous que, finalement, il faudrait qu'il renonce à être, alors? Parce qu'il faut quand même qu'il soit quelque chose. S'il n'est pas quelque chose, alors il n'existe pas. Alors s'il est quelque chose, quid est? On y arrivera, on finira par découvrir. Si curieux que ce soit, apparemment, pour le cinéma ça va, mais intellectuellement non, ça ne reste pas longtemps l'analyse. La seule difficulté, c'est que cet Himalaya, ce sommet sur la chaîne, nous assaille du matin au soir. Alors j'avais souvent essayé avec mes élèves, maintenant, est-ce qu'on y arrivera aujourd'hui? Plus ou moins oui. C'est d'essayer de faire un exercice intellectuel très simple finalement, de se dire, qu'est-ce que je verrais si, à la place d'avoir été créé il y a pour vous une quarantaine d'années, j'étais sorti du néant il y a 40 minutes. C'est impossible, mais on peut le concevoir, c'est pas absurde. Hein? Du moment qu'il y a 40 ans, grosso modo, vous n'étiez rien,
Pourquoi pas il y a 40 minutes? Par quel processus, j'en sais rien. Mais enfin, c'est pas absurde ce que je dis, hein. Je ne vous fais pas un rond carré. Je vous dis, ben, essayons d'imaginer, on serait sorti de la cuisse de Jupiter, il y aurait un autre mode de procréation humaine. C'est quand même pas, c'est pas contradictoire. Je suis là depuis, vous, depuis 40 ans, moi depuis plus longtemps, je serai là depuis 40 minutes. Dans l'état de conscience que vous avez, vous seriez là assis. Il se trouve qu'il y a 40 minutes, vous n'y étiez pas, et puis vous êtes concrétisé, faisant appel à la toute-puissance divine, pour faciliter les choses, et vous êtes là, assis sur votre banc. Là, alors, là, on voit le choc d'abord du réel. Vous êtes dans un état de conscience absolu, hein, vous ne rêvez pas. Exactement comme cette nuit, vous êtes réveillé, et vous n'aviez pas besoin d'une démonstration, vous saviez que vous étiez là, présent dans cette obscurité totale. Ben là, ce n'est pas l'obscurité. Vous verriez quoi? D'abord, vous auriez le choc de l'être. C'est violent. Nous, on ne le voit plus, parce que, bon, on ne va pas recommencer là-dessus, mais essayez de le retrouver, de vous dire, mais je crois qu'on hurlerait, parce que de ne rien pouvoir nommer, vous ne sauriez pas du tout que ça c'est un bipède semblable à vous, vous entendriez des sons, tandis que vous entendriez un brouhaha absolument indécryptable, vous ne sauriez même pas que ça vient de moi. Vous ne sauriez pas même le sens de la profondeur, mais ça, c'est pas important. Vous seriez là, écarquillé les yeux, peut-être pas même effrayé. Ça n'a rien d'effrayant de se réveiller. Je ne pense pas qu'on serait effrayé. Tandis qu'on ne sait pas qu'il peut y avoir des menaces, qu'il peut y avoir du mal, qu'il peut y avoir des agressions. Vous seriez là, mais absolument estourbi, en ne comprenant rien, puisque rien n'aurait d'identité. Rien ne serait nommable. Alors peu à peu, il faudrait commencer à vous rendre compte. Ce serait long, bien sûr. Je connais un garçon qui a eu un accident de moto. Il venait de passer son diplôme à l'EPUS. C'était un brillant élève. C'était un des présidents du foyer des universitaires à l'époque, qui était français. Il rentrait à Lyon. Un garçon qui avait tout pour lui, vraiment. Alors, il était sympathique, il était intelligent. Les filles l'adorent. Il était président. On l'avait mis président parce qu'il avait ce don d'accueil extraordinaire. Il s'appelait Pierre, maintenant son nom, peu importe. Et puis, comme il avait passé bruyamment son diplôme d'ingénieur, c'était juste après la guerre, on venait beaucoup les Français, il y avait beaucoup de Français à l'Épule. Ses parents lui avaient offert une voiture, je crois, ou une moto, mais je crois que c'était une voiture. Et il est rentré à fond la caisse à Lyon, et puis il s'est cassé la figure. Et on a pu le récupérer, il était dans le coma longtemps. Et il a fallu tout lui rapprendre. C'est-à-dire, un jour, il s'est réveillé, dans l'état de ce que je vous dis, donc c'est des expériences possibles. Il a dû réapprendre à parler. Je pense que quand il s'est réveillé, il a vu qu'il voyait, alors cette fois-ci, hein, évidemment. Alors, on lui a tout réappris à apprendre, à parler, à marcher. On lui a raconté sa vie antérieure, comme s'il avait fait une réincarnation. Moi, je n'ai pas été le voir, mais le confrère avait été le voir. On lui a dit, ben voilà, tu vois, dans ta vie antérieure, on lui a tout raconté. Ça a été plusieurs années. Maintenant, il est petit fonctionnaire, quelque part. Donc, il a fallu lui montrer l'intelligibilité des choses. Peut-être l'a-t-il apprécié, comme vous avez vous-même apprécié la première expérience d'une chose. Il y a une densité qu'on ne retrouvera plus après. Je pense qu'on garde la nostalgie, une sorte de vérité, de bonté, et surtout d'être. C'est-à-dire, cette réalité qui résiste, c'est-à-dire cette sorte d'affirmation extraordinaire, colossale de l'être, qui existe. Il est hors du néant. Il est là, posé hors du néant. Une sorte d'incroyable mystère de dire, mais enfin, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est la phrase de génie d'un philosophe allemand. Mais peu importe le nom du philosophe, c'est la phrase qui est importante. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est la phrase numéro 1. C'est le premier sommet. Pourquoi? Il ne faut pas appeler à Dieu, il ne faut pas faire appel. Pourquoi alors Dieu existe? On va aussi se poser la question, pourquoi un Dieu plutôt que rien? Rester là-devant, devant une sorte de contemplation, où tout à coup, le moindre brin d'herbe prend de la valeur. Parce qu'on se dit, mais c'est pas, évidemment, pour nous c'est négligeable dans la hiérarchie de l'être, mais
que ça existe. C'est-à-dire, c'est hors du néant. C'est avec nous embarqué dans l'existence. Je prends souvent la comparaison d'un voyage en avion. Imaginons qu'on soit dans un avion et qu'on surplombe le pôle Nord. On passe par le pôle Nord pour aller d'Amérique au Japon. Et puis on regarde par le hublot, c'est un monde de néant, de mort. C'est la glace. Et il fait 40 en dessous degrés dehors. Si on sortait de cette petite bulle de vie qui représente le monde, la Terre, hein, on mourrait immédiatement. Et on va aux toilettes, et puis on s'aperçoit qu'il y a un petit pot avec une petite graminée, une petite plante. Elle devient extraordinairement précieuse, parce qu'elle est arrachée au néant, à la mort extérieure. Ce n'est pas les choses extraordinaires qui seraient extraordinaires dans ce cas-là. Dans cette situation étonnante de cette petite bulle de vie dans cet océan de mort, c'est pas étonnant qu'il y ait des choses extraordinaires, des moteurs, des machines, des computers et tout ça. Mais une petite plante qui a été sauvée du néant, qui est existence avec nous, eh bien on devrait tout voir comme ça, c'est-à-dire tout devrait devenir précieux, arraché au néant, parce que tout est, ça c'est un peu plus difficile, vrai d'abord. Elle a cette fraternité de ne pas me cacher son identité. Là, on rejoint aussi l'expérience des mystiques de saint François d'Assise, qui trouvait fraternelle la réalité. Elle avait cette politesse de se nommer. Je ne suis pas dans un monde effroyablement impénétrable. Dans les films fiction, oui, des horreurs, où il y a eu les dinosaures, mais justement, ils n'y sont plus, parce que je ne sais pas comment on aurait été là-devant, ces espèces de montagnes de muscles qui étaient souvent venimeux, méchants, hein. Ben non, tout s'est remis en place. Peut-être fallait-il qu'on réfléchisse à cette possibilité. Quelques mots maintenant sur le bon. Le vrai bon. C'est un enchantement sitôt qu'on s'est débarrassé de l'habitude de nommer les choses et puis de s'en lasser, de ne plus rien voir. Je ne dis pas qu'il faut les nommer mentalement, mais simplement de les contempler dans leur vérité d'être. Mais en plus, ces choses, n'importe laquelle, elles sont bonnes. Évidemment, l'objection, alors là, dans le cas particulier, c'est le mal. Parce que là, on pourrait dire, ouais, ben, on aimerait bien que tout soit bon. Pour le faux, bon, ça, on veut bien s'accommoder. Oui, c'est vrai, on est assez vite au parfum, on est d'accord que du faux bois ou du faux marbre. Si vous vous souvenez, au foyer, il y avait un plafond qui était apparemment du bois sculpté. On demandait à tous les nouveaux venus en quoi est le plafond du foyer. Et tu répondais du hêtre, du frêne, c'était du plâtre, évidemment c'était du foie, mais drôlement bien fait. Mais c'était pas faux. C'était du vrai plâtre, imitant, par la vertu de l'homme, le bois, d'une manière parfaite, mais il n'y avait pas mensonge. Nous mentions en faisant croire, le peintre avait menti, mais c'est un bon mensonge, d'imiter un beau plafond en chêne sculpté, et Dieu sait s'il était bien fait. Même les plus astucieux, regardez, s'il n'y avait pas eu un petit coin, il y avait du plâtre qui avait sauté, personne n'aurait imaginé que c'était la peinture. Par contre, le bon, là, il y a le mal. Alors, ce fois-ci, il nous court après, hein, on aimerait bien que tout soit bon. Il pourrait exister un monde parfaitement bon, sans mal. On verra plus tard pourquoi. Historiquement, il n'y en a pas. Mais j'aimerais de nouveau vous montrer que ontologiquement, la science de l'être, ça s'appelle l'ontologie. L'ontologie, c'est la chose la plus simple qui soit, c'est l'être ontos. On étudie une chose sous l'aspect que c'est de l'être. Pas sous son aspect spatio-temporel, sur son histoire, sur son devenir, non, simplement du point de vue de l'être. Or, toute réalité, mais toute réalité, du point de vue de l'être, est bon. Alors, prenons un exemple. Si je prends la chose la plus répugnante, la plus dégoûtante qu'on puisse imaginer. Alors, imaginons, je vous laisse imaginer, un crachat syphilitique mariné dans la syphilis, enfin différents ingrédients. C'est la chose la plus répugneuse qui soit. Relativement à moi,
ça me prend à rebrousse-poil, rien qu'à nommer, hein, mais en plus à voir. C'est pas accordé relativement. C'est une des choses, un cadavre en putréfaction, avec tous ces jus, ces sauces et de toutes ces couleurs, il paraît que c'est pas très beau. Mais en soi, c'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Si je veux arrêter de faire travailler mon imagination et ma sensibilité avec l'intelligence qui seule peut voir l'être, c'est quoi du point de vue de l'être? Mais si je pouvais connaître, je connaîtrais les atomes, les molécules, les virus, des cellules. Il y aurait un feu d'artifice de matière régressant vers l'inorganique, mais avec des raccourcis, avec des stations. Un chimiste posséderait la science objective de cette chose-là. Je crois qu'il aurait un savoir qu'aucun n'égale aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce qu'il saurait sur la matière à peu près tout ce qu'il faut savoir. Parce que d'abord, c'est la matière. Hein. On ne sait pas ce que c'est qu'un atome. Parce que justement, il est peu de l'être. Ce n'est pas qu'il ne veut pas décliner son identité, il la décline. Mais je crois qu'il en aurait pour le restant de ses jours à admirer cette réalité qui, relativement à ma sensibilité, me répugne. Donc, à ce degré-là, le mal n'est que relatif. Dieu sait si on va retrouver ça. Hein. Il n'y a pas de mal absolu. Il n'y a que relativement à une sensibilité. Bientôt, on édictera cet adage bouddhiste, et qui est profondément vrai. Il faut des fois aller chercher chez nos contemporains, mais d'une sagesse orientale. Sauf la douleur, rien de tout le mal est mental. C'est-à-dire, c'est moi qui me fais mon cinéma. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'on pourrait dire, bah, dis donc, vous n'avez pas ouvert les yeux, vous n'avez pas ouvert votre journal ce matin. Nous verrons. Toujours est-il qu'on n'en est pas là. Pour le moment, on est dans cet Himalaya de bonté, dans cette espèce d'incroyable révélation. C'est que l'être, cette réalité qui m'entoure, elle est bonne. C'est-à-dire, elle a une positivité. Là, le vrai, il avait une intelligibilité, c'est-à-dire il s'adressait à mon intelligence, il me disait quelque chose, il n'était pas muet. Ce même être, il a quelque chose d'appétissant, si vous permettez, c'est-à-dire, il a une densité, une positivité qui, pour une volonté, pour une intelligence volontaire, c'est-à-dire qui a une faculté ordonnée au bien, à l'être, la comble. Très simple. Imaginons que cette ligne soit la ligne de démarcation entre le néant et l'être. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais enfin, il faut symboliser. C'est vrai que dans quelque hypothèse que ce soit, les choses sont sorties du néant, puisqu'on sait que le monde n'a pas toujours existé, en tout cas la Terre. Alors, faisons apparaître n'importe quoi. Alors là, de nouveau, je dis n'importe quoi. Alors vraiment n'importe quoi. Mais vraiment l'être le plus humble, le plus modeste, le plus méprisable, le plus inférieur qui soit. Je ne sais pas ce que c'est quelques molécules. C'est positif. Vous direz, alors là, on est proche de l'évidence. Alors je reprends vite. Ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus en plus rare. Le métaphysicien cherche moins des solutions aux difficultés que des difficultés aux solutions. On pourrait dire, alors là, on enfonce des portes ouvertes. Je dis, mais on devrait s'en extasier de cette vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de faire d'abord quelque chose qui soit négatif. Je ne peux pas faire négatif. Ah, mathématiquement, oui, on peut faire du moins zéro. Mais ontologiquement, je ne peux pas. Je ne peux pas faire un être en creux. Je peux faire un non existant. Alors c'est pas mal, c'est neutre, c'est néant. Mais je ne peux pas faire un négatif. Là, on est trompé par la mathématique. Ça n'existe pas ontologiquement. Mais de contempler d'abord cette sorte de prodigieuse générosité de l'être, quand il apparaît sous quelque forme que ce soit, même à nos yeux si dégradés encore une fois, il apporte quelque chose. C'est bon, c'est une densité, c'est positif. C'est après qu'apparaîtra alors évidemment la morsure du mal.
quel qu'il soit, du reste, cet être. On va le voir tout à l'heure, on va voir la hiérarchie du mal, par rapport, justement, à la hiérarchie de l'être. Évidemment, plus on montera, plus il y aura des formes de mots. Mais pour le moment, il faut d'abord faire apparaître la chose la plus humble qui soit. L'être, non seulement il me dit quelque chose, mais il m'apporte quelque chose. Je peux très bien ne pas en avoir envie, mais n'empêche, je ne peux pas ne pas reconnaître que c'est mieux que rien. Pourriez noter simplement cette évidence. Quoi que ce soit, c'est mieux que rien. Ce sera toujours mieux que rien. Il y a beaucoup de sagesse dans cette petite phrase qu'on répète souvent, mais rien, c'est de toute façon moins bien. Alors, de toute façon, si vous mettez quoi que ce soit, ce sera mieux. Mais là aussi, on pourrait s'étonner, dire, mais alors, finalement, alors à la racine des choses, il y a le bien, comme disait Platon. Je dis, oui, je crois qu'on serait enclin à le reconnaître en suivant Platon, en suivant l'Évangile, en suivant Platon. On comprend qu'il en soit venu à se dire, mais finalement, puisque je vois du bien et de l'intelligence en toute chose, un logoi, des logoi, un logos, une parole. Ça, il n'avait pas dit jusque-là. Il n'avait pas découvert qu'il y avait nécessairement le logos, c'est-à-dire la parole absolue, dans les choses, communiquer aux choses. Mais là-bas, il l'avait vu. Et c'est une chose absolument renversante. C'est la raison pour laquelle il y a deux phrases que je voudrais soumettre à votre méditation, parce qu'alors on peut prendre les choses à l'envers, vous comprenez. On peut voir non seulement le mal partout, mais on peut voir le mal congénital. Alors on peut voir que ceux qui ne lisent que la moitié de l'équation, encore que vous avez compris que cette équation peut exister sans son anti-moi, son antithèse, mais pas le contraire. Donc. Mais certains pensent, oui, pensent que il y a des phrases, mais cinglantes dans Sartre, puis pas seulement dans Sartre, dans d'autres philosophes du 19e, qui répugnent à cette réalité. On se demande pourquoi ils ne se tirent pas une balle, parce que justement, comme dit Sartre, il y aura encore mon cadavre, de trop, c'est le mot qui vient comme une litanie dans sa vision de l'être, dans son livre La nausée. Mais j'aimerais vous soumettre deux phrases que je trouve tout à fait extraordinaires. De Leibniz, un grand philosophe, XVIIe siècle. Jamais je ne me consolerai de n'être pas Dieu. On l'avait entrevu la dernière fois. Donc, à la place d'accepter ce qu'il est, de voir que ce qui manque, c'est-à-dire que la négativité. Il ne se consolera jamais de ne pas être Dieu. Qui se contente d'être un homme, parce qu'un homme peut être absolument parfait. Il y a dans toutes les mythologies un rêve d'un âge d'or, qu'il aurait pu y être, pas seulement la révélation dans les mythologies païennes. On a cette espèce de souvenir d'un âge d'or, où il n'y aurait pas eu même pas la mort. C'est pas contradictoire. L'homme, en tout cas l'homme, peut-être l'animal, mais pour l'homme, il aurait passé à une existence spirituelle. Alors ça, il fallait la révélation pour le savoir. Et la mort n'était pas cette chose épouvantable, dégradante au dernier degré. Dire que le plus beau décor, on se dit des fois pour se calmer quand la furie des passions, surtout au printemps, nous assaille quand on est jeune, à votre âge. Il est bon quand même de se rappeler que cette chose que je trouve éminemment désirable, il suffirait de très peu de choses pour qu'elle devienne éminemment détestable et répugnante, et tout ce qu'on voudra. Je ne vous fais pas un dessin. Et puis la phrase de Nietzsche, « Oh mes amis, s'il existait des dieux, comment supporterais-je de n'être pas Dieu? Donc il n'y a pas de Dieu. » C'est mal comprendre la réalité. Et donc il n'y a pas de Dieu, parce que je ne supporterais pas de ne pas l'être. C'est un peu court. Non, je pense qu'il faut respecter la réalité. Il faut être très humble pour faire cette lecture. Accepter que d'abord le bien. Des fois on est en révolte. Alors c'est quelque chose qui est affligeant, le bien. Et certains le nient, on verra quand on verra la racine du mal. C'est une révolte pure. Ou alors cette équation devient une sorte d'insulte personnelle. On s'en fait une insulte personnelle. Et alors il faut absolument la dégrader, la blasphémer, la nier. C'est un autre problème. Mais je trouve extraordinaire que les Grecs soient parvenus, simplement en contemplant la réalité, à découvrir cette équation fondamentale.
dans laquelle on pourrait encore se promener pendant des heures et des heures, mais dans la deuxième partie, je vous montrerai que le mal progresse à mesure de la qualité de l'être, et que malheureusement, il faut le reconnaître, comme nous sommes au sommet de la pyramide du cosmos, nous les cumulons, ces sortes de mots. Nous avons des mots que les animaux n'ont pas. Les animaux ont des mots que les plantes n'ont pas. Les plantes ont des mots que les cailloux et que la matière n'a pas. Ce qui n'est pas une fatalité, encore une fois. Mais là, la philosophie est sans réponse. Devant le mal de l'homme, le mal, la mort, la souffrance des innocents, là, la philosophie est absolument sans réponse. C'est la raison pour laquelle, je pense déjà à la prochaine leçon, il faudra faire appel, mais alors je vous l'avertirai, je vous en avertirai, je dis, alors là, il faudra faire appel à une dimension que la philosophie ne connaît pas, la révélation, parce que alors là, on bute absolument, c'est l'absurdité totale. C'est pour ça que ce livre s'appelle « L'absurde et la grâce », mais ce n'est pas un livre de philosophie. L'absurde, c'est-à-dire, il y a au début, dans les premières pages, une absurdité de vie humaine, mais mise à l'envers, c'est-à-dire c'est quelque chose d'incroyable qu'on puisse commencer sa vie dans ces bas-fonds humains, à tout point de vue, et tout à coup, c'est comme si on était né dans cette horreur du multiple, du faux, du mal, du laid. Regardez comment toute chose ne devient mauvaise que quand elle se divise. La mort, je vous le disais tout à l'heure, quand on voit un chat mort, ce n'est pas un chat mort, c'est un chat qui a perdu son unité. Alors, je vais encore dire une chose, vite une chose, parce que je ne veux pas me répéter après. Il y a une gradation, hein, bien sûr, le bien, le beau, le vrai, le un. Mais voyons-le uniquement pour l'un. Il y a trois sortes de un. Il y a d'abord l'unité. Non, il y a l'union. L'union. Par exemple, cette craie, c'est une union de molécules artificielles. Cette table, c'est une union. Il y a des éléments qu'on a mis ensemble. La famille, tout à l'heure, c'est une union. Par contre, une unité, mais c'est une sorte d'unité, si vous voulez. Mais il y a une unité supérieure, celle qui a le droit au nom d'unité, c'est dans le vivant. Alors lui, il n'est pas multiple, il est multiple à la mort, mais c'est un être. Les parties qui sont en acte dans l'union, c'est-à-dire qu'elles y sont en acte, là, elles sont potentielles, elles peuvent s'actuer, mais elles ne le sont pas. On avait vu ça à un cours qui s'appelait la matière, on ne va pas y revenir. Mais c'est une autre chose. Le robot est une union. Un moteur, si perfectionné qu'il soit, une machine électronique, c'est une union. Tandis que l'unité, c'est quelque chose de radicalement différent. C'est encore plus un, si vous voulez. C'est assez curieux qu'il puisse y avoir trois sortes d'un. Et puis au sommet de la hiérarchie, il y a la réalité qui est simple, non faite de parties, même pas potentielles. C'est-à-dire, c'est l'esprit. L'esprit n'est pas fait de parties. C'est la raison à partir de laquelle les Grecs ont découvert l'immortalité de l'âme. Elle ne peut pas mourir. Elle est ou elle n'est pas. Elle ne peut pas se dégrader. Tandis qu'alors, le corps vivant peut se dégrader peu à peu et tout à coup devenir totalement multiple. C'est uniquement pour que vous soyez familiarisés avec les degrés analogiques. Parce que ces qualités-là, ça s'appelle les transcendantaux. C'est un mot technique, mais qui n'est pas très effrayant. Ça veut simplement dire qu'il passe à travers toutes les catégories de l'être, seulement d'une manière analogique, c'est-à-dire pas de la même manière. Il y a trois manières d'être un, il y a plusieurs manières d'être bon, il y a plusieurs manières d'être vrai. Mais c'est vrai, mais réalisé d'une manière plus parfaite. Par exemple, la conscience qui se voit elle-même, c'est quand même plus parfait que la connaissance des sens, qui est aussi vrai. Ce que je vois est vrai. Mais c'est encore plus vrai que je vois que je vois. Quand je vois, la vision n'est jamais totalement parfaite, mais que je vois, c'est un absolu. Alors quand je verrai que je suis, il y a une troisième réalisation du vrai. Mais nous ne nous attarderons pas là. Simplement, aujourd'hui, je vais vous montrer la hiérarchie du mal et la prochaine leçon,
on verra l'historique du mal. J'espère conclure le mal, parce qu'on ne va quand même pas y rester indéfiniment, en vous montrant son histoire. Il s'est introduit dans la création à un moment donné. On verra pourquoi, on en verra les conséquences. Mais c'est ça le plus important. Et nous aborderons alors, après, puisqu'on est dans la 24e, la 25e conclura le problème du mal. Et à partir, je pense, de l'automne, nous pourrons aborder les problèmes proprement humains, c'est-à-dire l'intelligence et l'esthétique, qui est un phénomène, et puis la liberté aussi, le problème de la liberté qui est un problème fondamentalement humain. Voilà. Alors si notre équation est juste, et Dieu sait si elle l'est, puisqu'elle se vérifie tous les jours, il découle de cette analyse que le mal va suivre la hiérarchie de l'être. Nous allons essayer de la suivre et voir comment ça fonctionne. Au plus bas de l'échelle métaphysique, c'est-à-dire des réalités qui nous entourent, c'est l'être matériel. L'être matériel, il a une qualité ontologique, c'est l'unité. Un atome, il peut se désintégrer bien sûr, mais un atome c'est l'élémentaire unité. Il peut exister que s'il est un, la molécule aussi. Alors l'être matériel, l'unité, en conséquence, il n'y a qu'un mal qui peut l'affecter, c'est la destruction. Ce n'est pas un grand mal, mais enfin, quand même, l'atomisation, la bombe atomique, désintègre, en plus de faire du mal aux vivants. Mais en lui-même, ce n'est pas un très grand mal. Il existe dans le monde, dans l'univers, des milliards de bombes atomiques, dans les étoiles et autres. Mais toujours est-il que si on a un objet matériel, la seule chose qui peut éventuellement le menacer, mettons un pont, sa menace à lui, c'est de se dégrader, de rouiller, de ne plus être fonctionnel parce que ces molécules ou ces atomes de fer se sont dégradés ou se sont mélangés. Ensuite, il y a l'être vivant. L'être vivant, il a deux qualités ontologiques. D'abord, l'unité, et puis ensuite, le végétatif, c'est-à-dire qu'il se reproduit et s'alimente. Il a donc deux mots possibles. Rupture de l'unité, mais alors dans ce cas-là, on appelle la mort, mais ça revient au même. C'est rupture d'unité, c'est la destruction. Et puis quelque chose que n'a pas l'être matériel, c'est la maladie. Donc il peut mourir, mais avant il peut être malade. C'est-à-dire qu'une plante peut être malade, un arbre peut être malade. Il n'est pas mort, il n'est pas totalement sain. Ce que n'existe pas dans l'être matériel. Et pourtant souvent on dit qu'une pierre est malade parce qu'elle est commencée à se dégrader par la pollution. C'est une analogie. En fait, elle n'est pas malade. On peut dire qu'un édifice ou un pont, comme on en parlait tout à l'heure, eh bien non, ce n'est pas une vraie maladie. C'est une image. Mais en fait, ou bien la molécule, l'atome est ce qu'il est, ou alors il est dégradé. Ensuite, l'être vivant, il y a l'être sensitif, c'est-à-dire l'être animal. Il a deux qualités. Il a trois qualités. L'unité, donc il peut mourir. Il a la vie végétative, donc il peut être malade. Et il a quelque chose que n'a pas la plante, c'est qu'il a la sensibilité. Et donc, il peut souffrir. La souffrance, bien sûr, on peut aussi parler d'une souffrance végétale, mais c'est de nouveau une image. Il n'y a pas de véritable souffrance puisqu'il n'y a pas de système central. La sensibilité induit, c'est une belle qualité, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'avait vu quand on avait eu le problème de l'évolution. Mais alors, ça a un revers, c'est la souffrance. Une vraie souffrance, bien que, comme on l'avait vu, elle n'est pas réflexive. Et ensuite, alors, l'être humain, alors qu'il y a là toutes les disgrâces, c'est-à-dire il a l'unité,
c'est-à-dire la mort, il a la maladie, et puis la souffrance, qui n'est pas nécessairement liée à la maladie, la souffrance physique. Seulement l'être humain, il a encore deux mots possibles, parce qu'il les cumule plus, que n'auront jamais les animaux. C'est les mots de l'âme, c'est-à-dire pas seulement de l'âme éternelle. Il a la possibilité de faire le mal. Il a l'ignorance qui affecte son intelligence, puisqu'il a deux facultés. L'ignorance et l'erreur, si vous voulez, et le mal, le problème de la liberté, le problème de faire le mal. Nous serons un jour confrontés à ces deux spécificités humaines quand on verra le problème de la liberté. Mais on l'entreverra déjà l'année prochaine, la leçon prochaine, puisqu'on verra que le fondement du mal, son origine historique, qui transcende l'histoire, bien sûr, puisqu'il faut aller chercher dans une sorte d'éternité, le premier dérèglement, c'est une révolte pure de la liberté pure. C'est ce qui a introduit le mal dans le monde. Sinon, on ne s'explique pas, mais évidemment, c'est par la religion qu'on le connaît. Cette même hiérarchie nous fait une illustration éclatante du fameux principe dont j'ai souvent parlé, que vous connaissez maintenant par cœur, corruptio optimi pessima, la corruption du meilleur et la pire. C'est-à-dire, meilleur est l'être, pire sont les corruptions. Alors, je vais le mettre une bonne fois au tableau noir, corruptio, autant le dire en latin parce que ce n'est pas très difficile, optimi du meilleur, pessima s'accorde avec corruptio, elle est la pire. La corruption du meilleur est la pire. On oublie toujours ça, parce que je suis frappé de voir que quand on condamne violemment quelque chose, on oublie de dire que c'est en fonction de l'excellence de cette réalité. C'est un hommage indirect qu'on lui rend. Quand on se scandalise du mensonge d'un homme d'État, par exemple, ce qu'on fait volontiers, surtout quand il a traficoté des influences. Mais on devrait alors, si on était logique, reconnaître que ça, c'est si grave que parce qu'il représente quelque chose qui a une valeur. Mais on la dénie aujourd'hui, cette valeur. On est complètement schizophrène, parce que il faut être logique. Si c'est si grave que ça, c'est parce qu'on lui donne une certaine valeur qu'on ne lui reconnaît plus par ailleurs, parce que ils n'ont plus de crédibilité, on se moque d'eux. J'ai vécu ça d'une manière extrêmement vivante au service militaire. On en reparlera du reste quand on verra le problème de l'éthique. Mais bis repetita placet, ce n'est pas inutile de répéter. J'étais frappé de voir à quel point, dans mes camarades du service militaire, pouvaient dénigrer l'agent ecclésiastique. Moi, j'étais un simple laïc à l'époque, je sortais du collège. Et ça m'avait un peu scandalisé parce que je me dis, mais pourquoi ils s'en prennent tellement? Est-ce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils reprochent aux prêtres, en particulier, leur vie dévergondée apparemment, c'est un hommage qu'ils lui rendent parce qu'ils ne critiqueraient pas, je ne sais pas, un simple fonctionnaire d'une autre administration que l'administration ecclésiastique. Donc ce scandale qu'on éprouve devant les déportements, enfin, la vie un peu dissolue de l'agent ecclésiastique, c'est un hommage qu'on lui rend. Ça ne peut être que si grave que parce qu'il représente une certaine valeur. Mais on ne le sait pas, on ne fait pas le lien. On ne voit pas qu'en fait, si on les jugeait vraiment comme une administration normale, enfin, n'importe laquelle, on n'en parlerait même pas. Ça n'aurait rien de scandaleux. De même, ce qui se passe dans une cour royale, qu'elle soit d'Angleterre ou ailleurs, c'est un hommage qu'on lui rend. Alors si c'est si scandaleux, si ça fait tellement parler dans les chaumières, il faudrait alors reconnaître la valeur qui est impliquée et non pas alors la remettre en question. Il faudrait dire, mais ça n'est si grave que parce que ça représente une certaine valeur. On oublie toujours cet aspect positif qui est impliqué dans le fait du mal. Il y a toujours la dégradation d'un bien qu'il faudrait faire remarquer. Maintenant, je vais faire une autre application de ces fameux principes, la corruption du meilleur et la pire. C'est le fait du beau esthétique, du beau et du laid. Quand on prend justement dans la même catégorie, dans l'être matériel,
Est-ce qu'on peut faire quelque chose de laid avec de la pure matière? C'est pratiquement impossible. Non pas que par convention on estime que c'est pas beau, mais non, mais c'est pas beau, ça n'a jamais été, ça ne pourra jamais être laid, parce que c'est trop bas dans l'échelle de l'être. C'est-à-dire, il se peut qu'on déverse devant moi un tombereau de merde, employons le mot, quoi, il ne faut pas avoir peur. Je suis incommodé, seulement attention, c'est ici, cet élément-là, c'est la dégradation du végétal ou même de l'animal. Mais si uniquement avec de la matière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre devant ma maison qui me gênerait? De la boue, des cailloux. Je dis oui, en soi, c'est pas laid si c'était ailleurs, c'est gênant parce que c'est devant ma maison. Mais on ne peut pas se plaindre de la laideur. Regardez ce qu'on admire en montagne. C'est des cailloux, mais n'importe comment, c'est des pierriers. C'est pas laid. Mais non, ça ne peut pas l'être. On ne peut pas présenter un caillou et dire qu'il est moche, à part s'il a une forme. Alors c'est tout autre chose. La forme, elle évoquera quelque chose qui me dégoûte. C'est tellement peu élevé que pratiquement la laideur, à ce degré-là, n'existe pas. Bien qu'on retrouvera, mais alors au cours d'esthétique, que quand l'être matériel est porté alors à des dimensions exceptionnelles, alors il devient nécessairement beau. Parce qu'alors là, il est exprimé par la quantité. Je reprends mon exemple, si devant chez moi, il y a des pierres qui ont été mises en désordre, mettez-les à des kilomètres de grandeur, vous avez le spectacle du Colorado, ou bien un spectacle de montagne, à Pierrier, c'est beau, la matière, ou bien la lune, c'est un caillou. Alors, sitôt que l'être matériel est exprimé par sa première qualité, qui est la quantité, alors il devient beau. Dans n'importe quel domaine, la mer, elle est belle parce qu'elle est grande. Une gouille d'eau devant chez soi, c'est pas beau. Ça peut faire désordre, mais si vous le mettez des kilomètres, c'est beau comme le lac ou la mer. Mais on reviendra là-dessus, c'est pas pour le moment notre propos. Il ne peut pas y avoir de laideur à ce plan-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de laid avec les végétaux? Ah oui, oui, c'est pas insupportable. Mais là, on a déjà quelque chose qui peut être offensant pour la vue, donc pour le confort visuel. C'est-à-dire des plantes séchées, encore qu'on pourrait les garder quand elles sont séchées, mais la pourriture, c'est-à-dire la dégradation par la mort ou même par la maladie, il peut y avoir des offenses à l'esthétique, parce qu'on obtient déjà quelque chose qui est dégradé. Avec l'animal, ou alors là on commence, mais là aussi il faut observer une hiérarchie. Avec les petits animaux, hier j'étais dans la rue avec un enfant que je connais très bien, on a vu un pigeon, je pense, qui était dans le cadavre d'un pigeon. C'était pas répugnant, bon, c'était peut-être pas très esthétique. Mais quand Baudelaire, avec le cadavre en putréfaction d'un cheval qui s'appelle une charogne au sens technique, et qu'il amène sa maîtresse pour lui dire qu'elle sera un jour semblable à cette ordure, à cette infection, enfin il a un poème d'une beauté, puis en même temps d'une... Il faut le relire de temps en temps, mais il y a une magie, on sent cette horreur, cette espèce de jument qui écarte les jambes comme une femme lubrique, dit-il, avec tous les excréments, et puis les mouches, et puis tout ce qu'il y met. C'est quelque chose d'épouvantable, c'est quelque chose d'insupportable, c'est quelque chose d'inimaginable, encore que lui arrive à l'évoquer, et puis plaisamment, il le présente ce spectacle à sa maîtresse. Donc, petits animaux en bas de l'échelle, bon, c'est un cadavre en putréfaction, c'est jamais très beau, mais enfin c'est supportable en bas de l'échelle, mais avec des animaux supérieurs, à mesure qu'ils s'approchent de l'homme, ça devient insupportable. Mais alors par contre, ce qui est rigoureusement insupportable, et ce n'est pas une convention, quand j'entends des gens qui disent que le beau, le laid, c'est une question relative, c'est des questions de culture, d'éducation, ou même d'évolution, je dis mais pas du tout. Dans aucune civilisation, le cadavre humain, ou le visage en plus, le cadavre c'est déjà pas mal éprouvant. Mais quand on veut faire quelque chose d'horrible, mais vraiment d'inimaginable horrible, on peut prendre les animaux supérieurs, les défigurer, faire des masques de carnaval ou d'horreur, mais même le cinéma s'y est pas risqué parce que ça n'est pas encore tout à fait éprouvant. Mais par contre, arriver à défigurer le visage humain selon certains procédés, évidemment que
j'espère être artificielle, peut provoquer une horreur, mais insoutenable. Et puis quand c'est dans la réalité, c'est encore pire. Il peut y avoir des attaques frontales, c'est le cas de le dire, du visage humain, où c'est insupportable. On en reparlera du reste quand on verra le problème de la liberté, parce que j'ai été confronté à ce problème, pas pour moi, grâce à Dieu, mais vous avez eu dernièrement, du reste, un homme qui a reçu une bombe d'aérosol qui a éclaté à sa figure, qui lui a rongé le visage, il n'a plus de nez, il n'a plus de sourcils, il n'a plus de... C'est vraiment un cadavre ambulant, hein, mais encore c'est supportable, parce qu'il a encore la peau, mais vous savez, il y a des limites à tout, alors ça devient insupportable. Je me rappelle cette phrase cruelle, finalement, c'est fou comme notre situation humaine est... Elle a le meilleur et le pire, mais il faut toujours se mettre dans la tête, les grands spirituels du Moyen-Âge se confrontaient à ce spectacle de la mort. Je ne sais pas si vous savez, à Syracuse, il y a un couvent de capucins où ils ne mettent pas les moines en terre, ils les mettent dans des sacs pendus à la cave. Il y a toute une lignée de cadavres qui sont en train de se dessécher. Ce n'est pas très ravigotant, mais je me souviendrai toujours de cette remarque qu'avait fait Anne Philippe, qui est la femme de Gérard Philippe. C'est peut-être encore, oui, c'est encore de votre époque, Gérard Philippe, qui était l'acteur, aujourd'hui, évidemment, pour les jeunes, ça ne peut plus rien dire, c'est dommage. On a chaque fois, mais enfin, prenons un grand acteur américain actuellement, qui rallie tous les suffrages sur sa beauté physique. Et Dieu sait si Gérard Philippe, en plus de son talent d'acteur, en tout cas à l'époque, peut-être maintenant, la mode change un peu, mais il était le beau-fils dont tous les parents rêvaient pour leur famille, le gendre. Et Anne-Philippe, quand Gérard Philippe a été condamné à mort par la maladie, par le cancer, s'était posé la question, elle l'aimait, elle était follement amoureuse, et je crois que c'est un couple qui fonctionnait, elle s'était posé la question de savoir à quel moment elle ne pourrait plus supporter sa présence. C'est-à-dire qu'il y aura un moment vivant, hein, après la mort, évidemment, ça ne se discute pas, mais elle pensait que cette attaque de la maladie qui allait lui ronger les chairs du visage le rendrait insupportable, impossible à envisager. C'est ce qui est arrivé pendant la guerre, je vous en avais déjà parlé, mais c'est des choses qu'il faut remettre toujours en mémoire, parce que c'est une illustration théorique, mais en même temps c'est profondément humain. Les vraies victimes de la dernière guerre, enfin les vraies, on ne peut pas faire de hiérarchie là, mais enfin, celles auxquelles on ne pense pas assez, ce sont les amputés de la face. C'est des jeunes garçons, fiancés, des jeunes époux, des garçons qui sont venus d'Amérique ou d'ailleurs pour défendre la démocratie occidentale, et qui ont reçu un éclat d'obus sur la figure, qui ont une mâchoire arrachée, et qui sont des garçons, des sportifs et tout ça, qui ne sont pas morts, on peut encore vivre avec eux. Et on n'a pas pu les rendre à la vie civile parce que c'est insupportable au sens, alors vraiment, étymologique. Ni leur mère, pourtant il semble qu'une mère pourrait aller très loin dans l'acceptation de son enfant dans une amputation de la face, ben non, elle ne peut pas. Alors, on les a mis dans une clinique à Londres, j'ai vu le film, parce qu'on était avec des médecins au foyer, c'était pas un film qu'on voyait dans les salles, vous imaginez bien, c'était un groupe de médecins qui l'avaient passé, m'avaient demandé si ça m'intéressait, moi par curiosité malsaine, j'aurais mieux fait de m'en priver, de m'en protéger. Ça m'a hanté pendant des nuits, parce que ils sont tout à fait fonctionnels, donc, mais imaginez la mâchoire arrachée. Alors, même le personnel soignant doit leur demander de mettre quelque chose, parce que c'est insupportable. Alors, ils peuvent manger, soit par un système de goutte à goutte, soit par un tubage quelconque. Alors on les occupe, ils ont 25 ans, on ne peut pas les rendre à la vie civile, on ne pourra jamais les rendre à la vie civile. Ils sont à attente de leur mort. Peut-être qu'ils vivent encore, quelques-uns du moins, s'ils avaient 20 ans à l'époque. On n'a pas pu les rendre à la vie civile tout simplement à cause de cette disgrâce, même en leur mettant un masque, c'est pas possible, c'est inimaginable. Mais c'est là que ça fait frémir, on se dit, ah, on est sur une corde raide, enfin on est menacé quand même par quelque chose de terrible, ce mal qui peut ronger la plus belle des femmes, des hommes, ou le plus beau visage, peu importe, et qui peut devenir la pire des horreurs. C'est ça qui est curieux, c'est que ça passe à l'autre extrême. Ça nous donne la relativité des choses. Tout à l'heure, on parlait de harcèlement sexuel. Je connais des jeunes qui sont
relativise, bien sûr, quand on est dans la passion, on ne peut pas le faire, mais nous sommes condamnés, ça a effrayé les anciens, qui étaient terrorisés par cette espèce maintenant on peut escamoter, on peut réduire ça en poudre le plus vite possible, en poussière, et puis mettre ça dans son jardin. Ça escamote cette horreur de la mort, mais les anciens n'y étaient pas préparés, ils n'avaient pas les possibilités que nous avons aujourd'hui. Ils étaient confrontés à cette horreur que la mort. Enfin, je ne veux pas faire un sermon sur la mort, mais c'est pour vérifier notre cours. Alors, il nous reste maintenant à s'expliquer l'origine du mal, c'est ce que nous ferons dans le cours prochain, d'en voir les conséquences. Et je peux déjà vous dire la solution que nous apporterons. Elle est tellement incroyable que c'est comme si je ne vous l'avais pas dite, mais je vous la démontrerai, bien sûr. Si on me demande cette question qu'on pose depuis que l'homme est sur la terre, et qu'on posera jusqu'à un quart d'heure avant la dernière mort, le dernier mort, il se posera encore la question, pourquoi le mal sur la terre? Tout à l'heure on disait, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça c'est consolant, ça donne de la valeur à ce qui existe. Mais pourquoi le mal? Dans ces réalisations les plus insupportables, la seule réponse, mais qui va au fond du problème, ça restera un mystère. Le problème du péché, non. Ça me paraît absurde, surtout quand on voit un gosse innocent qui meurt. On l'a pourtant proposé. Le dépassement de soi-même, non, alors ça je ne veux pas me dépasser de cette manière-là. Il n'y a qu'une réponse. Elle est tellement incroyable qu'il faudra la mettre à l'épreuve de la réalité. C'est parce qu'il y a trop de bonté quelque part. C'est-à-dire que cette bonté-là, qui s'identifie au beau, mais alors d'une manière totale. Je vais vite finir ce que je dis, puis après je vais vous montrer encore une chose pour conclure. Mais cette bonté-là, lorsqu'elle fusionne avec l'un, c'est-à-dire la simplicité absolue, vous savez qu'il faut être trois pour être absolument un, ça on n'aurait jamais cru. L'un qui serait que lui n'est pas totalement un. Il faut s'y mettre à trois. Ça paraît, alors là, ça paraît alors démentiel. On se dit, alors là, vraiment, c'est pas possible. Mais c'est pourtant démontrable. Alors, c'est pas encore trop difficile à démontrer. Que si on n'est pas trois personnes, on ne peut pas faire l'unité absolue. L'unité, mais alors, la plus pure qu'on puisse imaginer. Un esprit pur est déjà assez un, puisqu'il est simple, il n'est pas fait de partie, il ne peut pas se décomposer. Mais quand c'est le bien, le bon, absolu, mais ça, c'est pas encore trop difficile à démontrer. Saint Augustin avait proposé nous donne une proposition, mais qui s'identifie au vrai, c'est-à-dire à la transparence, à la vérité totale, à l'un, comme je viens de le dire, à l'être absolu et à la beauté. C'est une telle épreuve de s'y confronter que le seul moyen pour rendre l'opération possible, c'est la souffrance. C'est-à-dire que c'est une chose qui serait impossible à admettre, cette expérience. Maintenant, fallait-il alors ne rien faire? Alors c'est un autre problème. Mais je pense qu'un jour, on comprendra alors dans la totale vérité et transparence pourquoi, finalement, le jeu en valait la chandelle. Mais sans la souffrance, c'est saint Thomas qui dit, le fait de ne pas souffrir en cette vie est quasi signum reprobationis, est presque un signe de réprobation. Non pas que par le fait qu'on n'a pas souffert, on ira en enfer, mais c'est que soi-même, on se refusera le bonheur. C'est ça le danger. Autrement, la porte est ouverte. Mais j'anticipe. Mais j'aimerais vite encore vous montrer une chose pour que vous entre-aperceviez cette réalité alors ultime des transcendantaux lorsqu'ils fusionnent dans une sorte de bombe atomique à l'envers, c'est-à-dire où alors vraiment c'est l'incandescence absolue de l'être. Cet être qui est un vrai bon beau, voilà, c'est ça. J'ai besoin pour le comprendre de plusieurs concepts, c'est-à-dire, ça c'est des concepts. Qu'est-ce que c'est qu'un concept? C'est une prise sur le réel.
c'est une lecture du réel. Quand je dis la justice, vous avez très bien compris ce que j'ai dit. Quand je dis la beauté, vous avez compris ce que je dis. Quand je dis le cheval, vous avez compris ce que j'ai dit. C'est une représentation mentale. Et il faut bien que je me le représente d'une manière ou d'autre. On appelle ça un concept. Le mot dit bien ce qu'il veut dire. Cum capre, je prends avec. Et c'est purement transparent. Par exemple, si je vous dis, vous voyez très bien ce que veut dire la réalité, ou bien la beauté, vous savez très bien. Bon. Généralement, quand on a une réalité donnée, mettons un être humain, il me faut plusieurs concepts pour le comprendre. Mettons que ce soit Pierre. Pierre, il est un homme. Il est de sexe masculin. Il est, mettons, architecte. Il est mélomane. Il est sportif. Chaque fois, il me faut un concept différent. C'est très riche, un être humain, hein, c'est très très riche. Et ces concepts, ils sont séparés dans la réalité. On dit, c'est des concepts cum fundamento in re, c'est-à-dire, Pierre pourrait cesser d'être architecte, il pourrait cesser d'être sportif. C'est deux choses différentes. En lui, c'est différent. C'est des concepts différents, bien sûr, mais en plus, comme avec un fondement dans la réalité. On peut perdre ou acquérir une qualité. Par contre, quand il s'agit des transcendantaux, je ne le vois pas, mais en disant beau, je dis un vrai, en disant vrai, je dis beau un, chacun dit la même chose, mais je ne le vois pas. Il n'y a pas de fondement distinct dans la réalité, sine fundamento in re, c'est-à-dire, mes godets sont trop petits. Normalement, il faudrait que j'ai un godet, un concept assez vaste pour dire être, et je verrai tout. Je verrai qu'il est bon, qu'il est un. Je n'aurai pas besoin de détailler. Je verrai cette incroyable richesse. Mais je ne peux pas, mes concepts sont trop limités. Alors j'ai besoin de plusieurs concepts, être, un, vrai, bon, beau, qui en fait, il n'y a pas de distinction entre eux. C'est la même chose. Mais pour moi, c'est différent. Mais seulement pour moi. En réalité, il n'y a pas de distinction entre l'un, le vrai et le beau. Et on le verra un jour. Alors ça, c'est de la religion. C'est la destinée de l'homme d'avoir un jour la révélation. Certains l'aperçoivent, l'entre-aperçoivent ici-bas, dans une grâce tout à fait exceptionnelle. Mais ce n'est pas notre destin. Et je crois que ça brouillerait un peu les cartes, pour des raisons que je vais vous dire la prochaine fois. Mais je pense que déjà, les Grecs avaient compris que ça vient de l'infirmité, de la finitude de mes concepts qui sont trop limités pour recevoir avec un concept cette richesse de l'être. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est déjà une façon d'entrevoir ce que doit être l'être absolu quand on verra les transcendantaux portés à l'absolu de l'incandescence dans une seule réalité, évidemment, pas avec mes yeux ni avec mon intelligence terrestre. Et c'est cette expérience-là, pour des libertés, c'est-à-dire parce qu'on serait humilié de la recevoir sans liberté, ce serait insupportable, c'est impossible. Mais pour des libertés qui veulent être associées à ce spectacle, sans souffrance, dans l'état actuel des choses, c'est pratiquement impossible. La meilleure preuve, c'est que certains, mais ça c'est de la religion que nous verrons la prochaine fois, le prochain cours sera de la religion, parce que là la philosophie, elle ne peut plus rien dire sur le mal. Ça a été proposé et certains l'ont refusé. C'est la racine du mal. Avant l'histoire humaine, avant la création, il y a la possibilité, je vous en montrerai la logique infernale, la logique absurde. Et c'est de là qu'est venue toute cette coulée de mots qui ont succédé dans l'histoire. Alors, l'histoire humaine, dès le début, de l'histoire humaine, puisque c'est que là qu'apparaît le vrai mal, le mal ontologique. Ce n'est pas important, même pour les animaux. Il y a eu pendant des millénaires des animaux qui ont souffert et se dévoraient entre eux. Ce n'est pas là le scandale. La difficulté à comprendre. La difficulté à comprendre, c'est le mal chez l'homme, qui pourrait et qui aurait été dispensé de ce mal, protégé du moins, et qui n'a pas pu
vivre cette incroyable expérience qu'il a trahi. Voilà, alors la prochaine fois, nous conclurons le problème du mal avec à la 25e heure sur l'historique du mal et comprendre la réponse qu'il faut lui donner si on veut ne pas errer dans ce scandale du mal et ne pas se révolter.